Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons traiter pour ce deuxième atelier organisé par Tenaxia du reporting de durabilité. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, l'expression peut sembler surprenante. Vous le savez, la CSRD, l'évolution de la NFRD, transposée avec notre déclaration de performance extra-financière pour essayer d'arrêter de jargonner, parle de rapport de durabilité, donc rapport extra-financier ou cofinancier, comme on se plaît à le dire chez Tenaxia, ou bien reporting ESG, RSE, parce que, somme toute, on parle exactement de la même chose. Et il s'agirait pour nous donc d'un levier de valorisation de la performance globale des entreprises. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Nicolas, qui est membre du comité exécutif Banque des entreprises gestion de fortune RSE au sein d'LCL. Nous aurons Solène Garcin-Jarcosset. Vous voyez que nous nous améliorons en termes de parité pour ceux qui étaient là ce matin. Demain, on y arrive, c'est promis, qui dirige la business line RSE, et Bernard Faure, président et cofondateur de Tenaxia, qui fête cette année ses 20 ans. Avant de laisser le soin à chacun d'entre eux de se présenter, le sujet du jour. Bon, vous le savez, l'Europe a fait de la transition écologique un des fers de lance de son action, et la finance durable est au cœur de cette transition écologique et énergétique. On a une évolution réglementaire globale et cohérente avec la taxonomie, avec la SFDR et la CSRD. Je dis globale et cohérente dans la mesure où si je prends la SFDR, les investisseurs vont rendre compte sur la part durable de leur portefeuille qui, finalement, va également impacter les entreprises émettrices quand elles sont cotées, non émettrices quand elles ne le sont pas, mais qu'elles sont assujetties à cette évolution réglementaire avec des données cohérentes. Avec ces évolutions, les banques vont avoir un rôle nouveau à jouer. Un rôle nouveau à jouer dans la mesure où, on va le voir, pour les entreprises qui demain vont chercher des concours bancaires pour leur développement, car il n'y a pas que le private equity, il n'y a pas non plus que la cotation, eh bien, les banques vont être amenées à prendre en compte des métriques, des informations liées à l'environnement, au social et à la gouvernance. Donc, dans ce contexte, ce que nous verrons avec LCL, c'est que les banques partenaires privilégiés des entreprises vont avoir un rôle, non pas uniquement pour challenger ces entreprises, mais un rôle pour les accompagner, les aider à évoluer sur un élément fondamental de la valorisation des entreprises, tout ce qui n'est pas du domaine financier, tout ce qui est cofinancier, tout ce qui est lié donc à la durabilité des entreprises. Et je vais céder tout de suite la parole à Olivier Nicolas. Oui, bonjour à tous. Donc pour présenter un petit peu la banque, LCL en particulier, ce que l'on y fait, ce que l'on fait avec les entreprises en particulier. Donc nous sommes une banque qui avons dans notre portefeuille à peu près une ETI sur 2, une PME sur 3. On a 25 milliards d'encours tirés, donc de crédits accordés aux entreprises. On est à peu près 1200 collaborateurs à s'occuper sur l'ensemble du territoire de ce portefeuille de clients qui est en gros 8 à 9 000 relations et à peu près 30 000 sirènes pour vous donner vraiment un paysage très macro dès le départ. Il y a plusieurs types de relations bancaires. On s'inscrit dans la durée, donc on est une banque relationnelle, ce qui veut dire qu'on n'est pas là pour faire des opérations et puis repartir, hein, on n'est pas une banque transactionnelle. Et donc on a un accompagnement des banques dans la durée, tout au long de leur vie. Et vous savez que ça peut être des vies plus ou moins heurtées, plus ou moins dynamiques, plus ou moins ponctuées d'événements qui les concernent vraiment directement. Et c'est là qu'elles veulent avoir leur banque avec elles. Et puis, quand on a dit ça, et comme vous savez qu'on est un métier risqué, puisque par définition, on prête de l'argent et cet argent doit nous être remboursé, on a évidemment un alignement d'intérêts très fort entre la bonne santé financière, et là je parle pour l'instant que du financier, d'une entreprise, et puis nos intérêts à nous. Et je dis ça parce que c'est un élément que je pense fondamental dans le débat qui nous anime aujourd'hui. C'est que souvent on me pose la question, les clients que je rencontre me disent mais pourquoi vous faites tout ça? Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est que si nos clients rentrent dans cette dynamique de développement durable, pour faire simple, on pense qu'elles seront avantagées dans le monde, dans l'économie en général, en tout cas qu'elles ne seront pas disqualifiées. Et comme nous sommes amenés à travailler ensemble, et en l'occurrence à leur prêter de l'argent,
on a évidemment un intérêt à ce que nos clients, les entreprises d'une manière générale, nos clients en particulier, prennent bien ce virage du développement durable, de la transition énergétique, etc. Et en faisant un peu ce constat ou cette prévision il y a déjà quelques temps, on s'est dit qu'il fallait probablement qu'on regarde évidemment les entreprises pour ce qu'elles sont vues d'un banquier, c'est-à-dire un business model, une activité, des comptes, des résultats, des investissements, mais aussi la manière dont elles abordaient un monde plutôt de transformation. Alors vous me direz, le monde s'est toujours transformé, mais on avait le sentiment qu'on était à une période un peu charnière avec une accélération des transformations de toute nature. Et dans l'ordre des choses, d'ailleurs, pour être très honnête, on était plutôt dans un monde, vous savez, il y a quelques années, on parlait beaucoup des startups, de l'innovation. Et on s'est dit comment nos clients, qui sont en général des clients assez établis, assez anciens, vont vivre ce télescopage potentiel entre la nouvelle économie et l'économie classique. Donc c'était ça le premier point, pour les aider, pour leur dire il y a peut-être des coopérations à faire, il y a peut-être des choses à savoir. Le deuxième, c'était plutôt le digital et le mauvais côté du digital, c'est-à-dire tout ce qui est risque cybersécurité. Là encore, on est vraiment sur une appréciation classique du banquier. C'est quoi le risque encouru directement et indirectement avec mon client. Et on a vu, et vous voyez encore tous les jours, qu'il y a quasiment un cas relayé dans la presse sur une fraude, sur une attaque cyber, sur une rançon demandée, etc., etc. Et encore, on ne voit à peu près que 10% des cas qui arrivent. Et puis, un peu plus récemment, mais ça commence maintenant à faire à peu près 2 ans, on s'est dit finalement le vrai changement, la vraie transformation, le vrai risque pour nos clients, c'est de rester à côté de la transition durable, énergétique et autres. C'est plutôt comme ça, d'accord. Qui s'opère. Et là, on a donc pris ce pli et on a considéré qu'il fallait vraiment accompagner nos clients là-dessus. Et en fait, on a un petit modèle qui est assez simple parce que tous ces sujets-là, en fait, tout le monde les connaît, mais finalement, assez peu de gens les pratiquent, vont au bout. C'est vraiment d'interpeller nos clients. Il y a ce côté vraiment un peu alerting, de dire, mais finalement, qu'est-ce que vous savez de ces sujets-là ? Comment vous l'avez abordé ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce que si vous ne faites pas telle et telle chose, vous avez une exposition au risque qui va arriver. Donc c'est vraiment ce qu'on a développé, et on l'a fait de 2 manières. On l'a fait sur des sujets strictement bancaires, je reviendrai après, et aussi dans un monde plutôt ouvert, plutôt ce qu'on appelle de l'open banking, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas seul, on n'est pas forcément qualifié, même j'ai envie de dire, on n'est pas qualifié pour parler de certains sujets, notamment quand ils sont très pointus, très techniques. Et donc là, on fait appel à des partenaires une fois que les clients ont considéré qu'en effet, ils avaient un point à traiter parce qu'ils n'étaient pas du tout dans le match et qu'ils se laissaient dépasser, distancer etc. Donc en fait, on a 3 niveaux d'intervention, et on reviendra après dessus de manière plus détaillée. Ce qu'on appelle LCL Smart Business, donc ce modèle d'open banking avec des partenaires que je vais détailler après, mais évidemment Tenaxia, puisque on est ensemble aujourd'hui sur cette tribune, sur la partie plutôt RSE, reporting, data, et puis d'autres que je citerai rapidement tout à l'heure. Le deuxième point, c'est tout ce qui est la banque classique, avec un levier important dans la banque, c'est les financements, donc notamment les financements indexés sur des critères RSE. Je reviendrai là-dessus, et qui est un mouvement, une tendance de fond forte depuis quelques temps. Et puis tous les financements plus classiques, mais fléchés, adossés à des projets plutôt verts ou RSE. Et puis on se dit qu'il y a une troisième dimension qui est intéressante à développer, c'est finalement d'être un peu un inducteur de changement, même si ça n'a aucun aspect commercial, c'est plutôt d'inspirer, de montrer que certains font des choses, que peut-être il y a des idées à prendre à droite, à gauche, et donc on crée un peu un écosystème autour de tout ça, avec des communications, des mises en lumière, et ainsi de suite, puisqu'on est convaincu que ce n'est pas un sujet qui va se traiter de manière individuelle, mais de manière collective.
Voilà. Pour terminer très rapidement, pour vous donner une petite idée, mais j'en dirai pas plus, c'est pas l'objet forcément ici. Qu'est-ce qu'on fait? Sur quel thème on intervient? On intervient sur, je vous l'ai dit, l'innovation. On intervient sur le cybersécurité et puis sur la partie Green RSE. On intervient sur 3 domaines assez complémentaires. On essaye d'avoir une offre, on va dire, assez complète sur des macro-sujets. Le premier, c'est tout ce qui concerne la transition énergétique. Donc tout ce qui est meilleure utilisation des matières. Là, on est sur l'énergie, mais c'est d'une manière un peu plus générale tout ce qui est matières premières. Donc là, on est plutôt sur un versant technique. On est aussi sur tout ce qui est émission de carbone. Donc comment est-ce qu'on fait un bilan carbone, comment est-ce qu'on l'analyse, comment on en déduit des trajectoires, etc., etc. Donc ça, on le fait qu'avec un partenaire qui s'appelle Greenflex. On le fait aussi avec GCI dans un modèle un petit peu différent sur les entreprises plus petites. Là aussi, on pense que le bilan carbone, c'est vraiment le point de départ de toute analyse un peu construite, un peu analytique, et donc il faut en passer par là. Et puis, qui apporte aussi des solutions de compensation, même si on sait que ce n'est pas la seule solution et qu'elle vient après. Tenaxia sur toute la partie stratégie RSE au sens large, reporting et analyse de données. Et puis on le fait aussi sur l'énergie où on essaie d'inciter nos clients à produire ou à consommer de l'énergie verte. Et ça, on le fait notamment avec Voltalia, qui est un grand acteur de l'ENR, avec qui on développe des centrales et on affecte la production à des clients de manière, on va dire, B2B, de manière à ce que chaque client ait une assurance de production d'électricité verte produite en France et avec une assurance de production et de livraison, ce qui, dans les contextes aujourd'hui, mais encore plus de demain, garantit une certaine sécurité énergétique, à la fois en quantité et en prix, pour des grands clients assez consommateurs d'énergie. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant, pour vous donner un petit peu dans le contexte dans lequel LCL s'inscrit sur l'ensemble de ces problématiques. Olivier, merci. En tant que timekeeper, je vais préciser pour Bernard qu'il est 15h41. Donc, il nous reste 24 minutes. Bernard, je vais te demander de présenter Tenaxia et puis en tant que cofondateur de cette entreprise qui fête ses 20 ans, peut-être nous évoquer aussi ce que ces 20 ans d'évolution réglementaire t'inspirent et peut-être en point de sortie et les perspectives que tu vois. Très bien, merci, bonjour à tous. Alors, Tenaxia, donc effectivement on a 20 ans, on a une raison d'être qui est de concevoir, de développer et de mettre en œuvre, les 3 mots sont vraiment importants, des solutions pour la performance durable des entreprises et de leurs investisseurs. Donc on s'inscrit véritablement dans le service finalement aux entreprises, les accompagner dans une trajectoire qui est la trajectoire de la transition vers un monde économiquement plus durable. Donc on est à la fois éditeur de logiciels et donc on manipule pas mal de data effectivement et prestataire de conseil. L'idée étant que un client qui a un logiciel pour gérer tout ça, c'est très bien, mais s'il n'a pas la bonne stratégie, le bon contenu, les bons indicateurs, etc., ben, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Et donc l'idée, c'est de s'assurer qu'il puisse disposer chez nous de tout ce dont il aura besoin pour finalement définir une stratégie pilotable et pour pouvoir ensuite véritablement la piloter. C'est ça notre métier. Alors en fait, par rapport à ta question sur l'évolution, il y a 20 ans, évidemment, on n'en était pas tout à fait là. On a démarré par toujours ce même modèle, hein, de toute façon, en revanche, qui était éditeur de logiciels avec des compétences de conseil expert à côté. On était plutôt sur des problématiques très concrètes, très opérationnelles, très environnementales. Et puis, avec assez rapidement aussi aider les entreprises à mieux prendre en compte la réglementation, et notamment la réglementation environnementale en matière de santé et sécurité qui s'appliquait à elle. Et puis au fur et à mesure, finalement, on a évolué en même temps que nos clients, peut-être parfois avec, en tout cas je l'espère, une petite longueur d'avance sur eux. Mais on a effectivement évolué, on s'est dit, mais tout ça c'est bien, mais il faut permettre aux entreprises d'aller un peu plus loin, de piloter leur démarche de développement durable. On ne parlait pas forcément de RSE. Et puis on a continué en travaillant, ce qui est un petit peu d'ailleurs l'objet de la réunion d'aujourd'hui, sur le lien entre finance et extra-financier.
lien qu'on a quand même pas mal approfondi ces dernières années. Et moi, ce que je vois, pour répondre un peu à ta question aussi, c'est que bien sûr, ce lien se renforce de manière très très nette. Mais ce qui me plaît aussi, c'est de voir que finalement, les approches RSE un peu généralistes, et parfois à une époque qui ressemblait à une liste de cases à cocher, le sont moins, et que finalement on retrouve une forme de lien très fort entre ce qui était notre métier au départ, donc les problématiques d'environnement, et la RSE en général, les approches RSE en général. Aujourd'hui, on a une cartographie des risques. Les risques environnementaux sont dans le top 5 souvent de ces cartographies. Et donc, on retrouve quelque chose qui n'était pas si évident à avoir il y a quelques années, je trouve, en tout cas moi, à travers nos expériences, ce lien entre l'extra-financier et vraiment la problématique environnementale. Même si, évidemment, le CO2, ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle. Et puis pour terminer la rapide présentation, bien sûr, on est évidemment très soucieux de suivre l'évolution de la réglementation, qui est un driver, mais c'est vraiment pas le seul driver aujourd'hui. Et on a travaillé par exemple avec des clients qui voulaient vraiment approfondir un certain nombre de thématiques. Je pense à l'eau en particulier, non seulement parce qu'évidemment il y avait 2-3 indicateurs qui étaient obligatoires à mentionner dans certains rapports, mais aussi parce que c'était une vraie problématique pour elles, et donc avec la capacité d'aller assez loin dans le déploiement d'indicateurs liés à l'eau, y compris le pilotage des consommations plus ou moins fortes dans les zones à stress hydrique plus ou moins fort, etc. Donc la réglementation, bien sûr, a évolué, et on s'attache à la suivre, à l'anticiper si possible. C'est pas toujours très facile, mais c'est pas le seul driver, loin s'en faut. Et bien évidemment, le sujet du jour, c'est de montrer qu'il y a d'autres drivers, et en particulier, les banques sont déjà et vont être de plus en plus des drivers importants. Merci Bernard. Donc, par rapport au sujet du jour, finalement, sur ces évolutions réglementaires qui impactent le reporting des entreprises, qui embarquent désormais la performance co-financière, hein, c'est le sens de l'histoire. Peut-être, Solène, en quelques mots, nous faire un petit état des lieux pour essayer de comprendre ce qui est en train de changer et ce qui amène une grande banque comme LCL à revoir son positionnement en termes d'accompagnement, effectivement, de ses clients. Oui, alors effectivement, concernant les réglementations, c'est vrai qu'il y a quand même... les réglementations sont faites dans un contexte général de l'Europe qui souhaite vraiment faire évoluer la finance. Donc, jusqu'à maintenant, en France, depuis 2002, les entreprises cotées notamment avaient des rapports à faire, des rapports RSE en publiant des indicateurs extra-financiers. C'était effectivement un exercice assez tick the box, comme disait Bernard tout à l'heure, avec une vision du passé. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Quels sont les indicateurs? Depuis la DPEF, la vision a changé. Donc, c'est déjà l'Europe qui a drivé cette évolution, avec finalement comment la RSE est déjà intégrée dans l'entreprise, dans la stratégie d'entreprise, avec la description du modèle d'affaires qui inclut l'extra-financier, les indicateurs, mais qui sont des indicateurs spécifiques à l'entreprise, la gestion des risques RSE, et l'évolution actuelle qui est en train d'arriver avec la taxonomie et la CSRD, va vraiment dans une dimension européenne de volonté de financer la transition énergétique, la transition écologique. Et en fait, il n'y a pas que les entreprises qui sont concernées par cette évolution. Jusqu'à maintenant, c'était surtout les entreprises qui avaient des obligations réglementaires. Maintenant, les différents acteurs sont concernés. On a les sociétés de gestion, on a les banques. Tous vont devoir communiquer sur des informations sur justement les sujets RSE, notamment climatiques en premier lieu. Aujourd'hui, la taxonomie, les sujets qui sont sortis sont les sujets climatiques. On attend les autres documents sur les autres critères environnementaux, sachant que derrière, il y aura aussi les critères sociaux, puis les critères de gouvernance. Donc en fait, on se rend compte que les entreprises sont dans un grand mouvement qui n'est plus juste communiquer des informations pour communiquer des informations, mais elles doivent vraiment faire attention à finalement à qui je vais adresser ces informations, qui va utiliser ces informations, et c'est plus un exercice purement réglementaire de publication d'informations. Donc peut-être. Et pour savoir quelles informations publier, parce que vraiment la publication d'informations devient vraiment clé et c'est au cœur du sujet, eh bien il y a tout un exercice à faire au préalable d'identification des bons indicateurs, et pour ça, ça remonte vraiment toute la chaîne jusqu'à avoir défini quel est mon business model, comment je prends en compte
tous ces changements qui arrivent dans mon modèle d'affaires, comment mon modèle d'affaires va être résilient à ces sujets, comment je fais une analyse de ce qu'on appelle maintenant la double matérialité, quels sont les enjeux importants pour mon entreprise, que ce soit d'un point de vue interne, mais également pour mes parties prenantes, et puis comment je mets en place des politiques, comment je mets en place les bons indicateurs qui vont permettre de piloter ces risques que j'ai identifiés, et derrière, comment je reporte, comment je fiabilise ma donnée, et comment je donne des informations à mes différents lecteurs, à mes investisseurs et puis à mes banques aussi demain, qui pour l'instant, voilà, c'est un sujet nouveau, mais les banques vont devenir aussi un fort demandeur de data. Merci Solène. Alors Olivier, Nicolas, est-ce que c'est ce que vous confirmez? Est-ce que les banques vont avoir de plus en plus besoin de ces données extra-financières? Qu'allez-vous en faire? Quel bon usage allez-vous en faire pour vos clients? Alors peut-être pour commencer, aujourd'hui, pour tout dire, on n'en fait pas grand-chose. Parce qu'on est quand même encore très orienté, emprunt du financier. Quand on fait l'analyse financière d'une entreprise, voilà, c'est des ratios classiques. Tout ça, c'est très ancien, c'est assez automatisé. On a des outils de dépouillement, on a des systèmes de notation. On est quand même dans une industrie qui n'est pas forcément connue de tous, mais on est sur des processus très efficaces. Les données extra-financières, il faut aller les chercher à droite à gauche. Elles ne sont pas formatées, elles ne sont pas normées. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais en termes de temps passé, en termes de normes, de nomenclature, on est quand même loin du compte. Donc quand on le fait, aujourd'hui, c'est de manière très épisodique, quand on a vraiment une question sur une entreprise et qu'on veut regarder qu'est-ce qu'elle a dit sur tel ou tel sujet. Donc pour dire les choses très clairement, aujourd'hui, on n'en est pas très loin. Pour autant, on a quand même quelques usages, mais qui sont des usages qui sont réalisés à partir de données plutôt macro, type INSEE et autres. Donc je vais prendre quelques exemples. Quand on fait aujourd'hui, quand on émet un green bond ou un social bond, par exemple, vous avez dû entendre parler de ça, ça veut dire qu'on lève des ressources et qu'on les adosse, que l'emploi de ces ressources est fléché, est orienté soit vers des sujets plutôt environnementaux, soit vers des sujets plutôt sociaux. Bon, on n'a pas analysé tous les rapports RSE des entreprises qui vont être en face, qui vont être financées par les ressources qu'on a levées. Donc on va raisonner par très grande catégorie. Est-ce qu'on finance des projets ENR? Oui, ça évidemment on le sait. Donc ça, on sait les agréger, on sait en faire des paquets. Est-ce qu'on finance du logement social? Bah oui, ça c'est pareil, on sait l'agréger. Est-ce qu'on finance une PME, une ETI dans une zone dite défavorisée? Parce que là, on y arrive, on a le code postal et ce genre de choses. C'est des données qui sont finalement assez macro, assez publiques et pas tellement liées à l'entreprise elle-même, mais plutôt à sa famille, à sa typologie ou à sa localisation. Donc on le fait un tout petit peu, mais on n'a pas besoin de tout ça, j'ai envie de dire, pour faire ce que j'évoque ici. On commence un petit peu à évoluer avec un point que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les prêts à impact ou les prêts indexés. C'est lorsque les entreprises ont déjà défini une stratégie RSE et qu'elles veulent la mettre en valeur auprès de leurs partenaires financiers. Mais ça peut être aussi utilisé auprès de leur conseil d'administration, auprès de leurs salariés, comme preuve de leur engagement. Et là, il y a un accord, un contrat qui se passe entre l'entreprise et sa banque ou ses banques pour dire, voilà, moi j'ai 3 priorités, je suis à tel niveau aujourd'hui et sur la durée du prêt, on va dire 5 ans, et bien sur chacun de ces 3 indicateurs, voilà où je veux être. Je veux être plus vert, émettre moins de CO2, être meilleur en parité, être meilleur en inclusion. Et donc, je me définis mes KPI et je les formalise et je fais une trajectoire. Si tout ça se réalise positivement avec une ambition quand même volontaire sur le sujet, eh bien, j'aurai un bonus dans mes conditions financières. Donc, la banque aura moins de marge. Par contre, si l'entreprise ne réalise pas ses engagements, eh bien, l'entreprise aura un malus et donc elle paiera un peu plus dans son taux de crédit. Donc, c'est une forme d'incitation entre le partenaire financier et son client pour aller de l'avant et pour vraiment aller au bout des engagements. Et quand on fait ça,
Comme évidemment, derrière, il y a des enjeux qui sont non négligeables. On est sur des crédits, on est sur de l'argent, on est sur des échanges financiers, parfois sur des montants qui sont relativement significatifs. Quand on est sur des entreprises de taille importante, eh bien, il faut que tout soit extrêmement précis. Parce que ça peut pas être un indicateur comme ça qu'on n'a pas vraiment bien qualifié, des points de passage qui ne sont pas bien posés, pas de certification, pas de tiers qui va valider l'information, et puis la banque qui va éventuellement oublier ou pas regarder ce qu'il faut. Donc là, on est déjà dans un modèle qui est beaucoup plus précis, contractuel, pas industriel, mais on va dire du bon artisanat. Et toutes ces données-là, on en a vraiment besoin. Mais vous voyez, aujourd'hui, ça reste quand même très limité. Et nous, notre diagnostic, notre constat, c'est que tout ça va bouger finalement assez vite, parce que les banques sont au cœur de l'économie et que si l'Union européenne, les politiques, l'opinion publique veut que tous les acteurs bougent, eh bien finalement c'est assez facile d'appuyer sur les banques, puisque à un moment donné, il faut être en relation avec sa banque. Et je vais prendre un exemple très simple, puisqu'on est un métier très régulé, comme vous le savez, on est supervisé, il y a des lois européennes, etc. Eh bien, la BCE l'a déjà dit d'ailleurs, la BCE veut verdir, par exemple, son action, et va faire, par ricochet, va demander aux banques de verdir leur bilan. Et pour verdir son bilan, eh bien, il va falloir que tous les crédits que nous faisons, ou que nous ferons aux entreprises, nous puissions mesurer l'équivalent des émissions de carbone de l'entreprise en question, de sa trajectoire, de ses ambitions, et puis on va, en opérant ainsi, mesurer quelque part de mesures synthétiques, de la température synthétique de nos portefeuilles. Donc est-ce qu'on a un portefeuille de crédit qui s'inscrit dans les accords de Paris ou pas? Est-ce que notre portefeuille se déforme à la vitesse nécessaire ou pas? Donc tous ces éléments-là, ça va se construire, et un régulateur évidemment a énormément de pouvoir sur les banques et pourra dire, écoutez, si vous n'allez pas assez vite, moi je vous demanderai des exigences supplémentaires en capital, je vous interdirai ou je restreindrai votre accès au refinancement de la Banque centrale. Et donc on voit bien que les banques vont le faire, et pour le faire, elles vont se retourner vers leurs clients entreprises en disant, moi maintenant il me faut telle et telle chose pour pouvoir mesurer, suivre, reporter vis-à-vis de mon régulateur. Voilà, donc là c'est un exemple très précis qui n'est pas aujourd'hui encore en l'état, mais on a déjà reçu un certain nombre de directives. Alors au début c'est très très soft, que faites-vous, que feriez-vous, qu'avez-vous imaginé, puis un jour on aura des choses beaucoup plus directives, beaucoup plus obligatoires pour faire tout ça. Et donc là on n'est pas, quand vous dites verdir, Olivier, on n'est pas dans, je dirais, l'appréciation de la belle province de l'éco-blanchiment, on est dans donner véritablement une réalité écologique au portefeuille de clients que vous gérez. En transparence de ce que font nos clients. En fait, nous, on n'a pas d'action, pas directe, en tout cas, notre action ne peut être qu'indirecte. Par contre, on va collecter auprès de nos clients, sur des bases partageables, des éléments qui vont nous permettre de voir si l'entreprise en question, elle est partie d'une émission de carbone de 100, et puis, au fur et à mesure, elle baisse, elle est bien dans une trajectoire qui nous va. On va consolider ça évidemment sur l'ensemble de nos crédits. Et par exemple, l'entreprise qui ne ferait pas les efforts nécessaires, eh bien, la créance qui est attachée à cette entreprise, la Banque centrale, la BCE, demain peut très bien dire, moi, ces créances-là, vous ne pouvez plus les envoyer au guichet pour le refinancement. Moi, je n'en veux plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La banque va dire, si moi, je ne peux pas me refinancer avec un crédit de cette nature-là, que ce soit la Banque centrale, voire des investisseurs autres, j'ai quand même un peu moins de manœuvrabilité, j'ai un peu moins d'avantages à financer cette entreprise qu'en financer une autre qui, elle, par contre, serait parfaitement dans les canons de la beauté, de ce que l'on attend demain sur un sujet comme le carbone, mais ça peut être d'autres sujets. Et donc, il va y avoir une forme de sélection un peu naturelle qui va s'opérer. Les banques vont forcément aller un peu plus sur les créances et les entreprises qui vont procurer tous les avantages financiers qui vont bien, ou alors vont faire des crédits plus chers. Et donc, il va y avoir ce système, ce mouvement d'éviction progressif, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais qui va amener chaque acteur à faire bouger les lignes. Et d'une manière générale, je pense que c'est ce qui va se passer, c'est que chaque acteur va pousser l'autre, puisqu'on est tous en interdépendance ou en interconnexion, à bouger, et il va vouloir des preuves, et pour avoir des preuves qui soient des preuves
tangible, il faudra avoir des engagements, des reportings et un urbanisme de la donnée qui va permettre évidemment de gérer ça à des échelles qui sont des échelles énormes. Merci beaucoup, Olivier Nicolas. Bernard, une réaction peut-être sur ce que vient d'évoquer Olivier Nicolas ? Ah bah oui, bien sûr, une réaction. Finalement, la RSE, c'est de bien échanger, de bien travailler avec ses parties prenantes, quelles qu'elles soient. Évidemment, quand on est une entreprise, les banquiers en sont une. Moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que d'abord, le premier point, c'est que cette évolution et le besoin des banques de récolter un peu et puis de plus en plus de données, c'est pas isolé. Si on regarde les investisseurs en capital, c'est la même chose. Alors eux, ils l'ont peut-être fait un peu plus récemment pour des besoins notamment réglementaires, mais enfin, au final, ça ressemble un peu à la même démarche. Et finalement, il y a, quand on réfléchit bien, il y a quand même pas mal de parties prenantes au-delà des banques qui vont être de plus en plus intéressées à ça. Donc il y a une forme de conjugaison d'intérêts entre les différents acteurs du monde économique. Et si je reviens un instant sur les prêts indexés, donc j'ai compris que ces prêts indexés étaient fondés sur quelques indicateurs bien précis. Précis, mais à la carte, en fait. Hein. Précis, mais à la carte. Chacun a sa stratégie RSE, chacun opère dans des environnements différents, donc il n'y a aucune raison de dire il faut que ça soit tel et tel. C'est ça. C'est cas par cas. Du cas par cas, mais ce n'est pas fondé sur 25 indicateurs pour une entreprise, ça va être sur 2-3 indicateurs globalement, autour de 3. Simplement, prenons quelques exemples. Si l'indicateur en question, c'est l'emploi dans les quartiers difficiles, parce que ça correspond à la volonté partagée de la banque et de l'entreprise. Surtout de l'entreprise. La banque n'est pas juge dans cette... elle est plutôt juge sur l'ambition. C'est-à-dire que si c'est l'emploi dans les quartiers difficiles, très bien, c'est probablement que ça correspond à ce que l'entreprise en question veut faire. Mais si c'était autre chose, voilà, nous on n'est pas là pour juger ça. Nous, on est plutôt là pour juger que si la référence de départ, c'est 100, si c'est 102 dans 10 ans, c'est pas faire, c'est pas ça, c'est pas suffisamment engageant. Donc nous, on est plutôt là pour challenger sur ces critères à elle, ses ambitions et en faire quelque chose qui soit pas un jeu de dupes, mais vraiment quelque chose qui soit engageant. Et le cas échéant, challenger la pertinence de l'indicateur de l'action choisie quand même. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est comme ça qu'on s'est organisé, c'est-à-dire qu'il faut quand même quelques personnes qui soient au cœur de ces sujets-là, parce qu'il y a un peu de répétition, mais il faut quand même être sensible à ces sujets, être en capacité de dire non mais là, ça n'a pas tellement de valeur, ça on n'arrivera jamais à le suivre. Voilà, ce type de réflexes qui ne sont pas tout à fait ceux d'une analyse financière classique. Donc, vous acceptez, on va dire, un ou deux indicateurs proposés par l'entreprise. Mais je reprends l'exemple, si l'indicateur, c'est le nombre d'emplois dans les quartiers difficiles, par exemple, on se rend bien compte que l'entreprise elle va devoir piloter d'autres indicateurs pour arriver à celui-ci. Parce que l'emploi, c'est quoi ? C'est la résultante peut-être des embauches qu'on y a fait. C'est la résultante aussi peut-être d'un turnover, en tout cas pour la partie sortie, qui a été maîtrisée. C'est peut-être du coup le résultat d'une politique de formation particulière, peu importe, mais en tout cas pour l'entreprise, à partir du moment où elle s'est mise d'accord sur un indicateur comme celui-ci, on se rend bien compte qu'elle va piloter d'autres indicateurs. Et donc en fait ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça renvoie à un pilotage plus large. Certes, c'est fondé sur 3 indicateurs par exemple, mais en fait ça renvoie à un pilotage plus large. Et du coup, toutes ces entreprises qui sont sollicitées finalement ou qui se mettent d'accord avec leurs financiers du type banque, mais aussi capital et autres, eh ben, en fait, elles s'engagent là aussi sur un pilotage beaucoup plus large que quelques indicateurs. Et finalement, on retrouve un peu, là je fais le parallèle avec la réglementation, mais quand on parle de DPEF, on dit bah, tiens, quels sont les enjeux qui comptent pour l'entreprise. On invite l'entreprise à être pilotée de manière plus globale. Donc votre action participe complètement à ça.
Et pour donner un exemple un peu d'un cas concret qu'on a vécu, une entreprise va discuter avec son banquier de prêts indexés. Il se trouve que l'entreprise en question, qui est une grosse ETI, a des activités très très variées. Voilà, des activités très très variées. Et donc, c'est très compliqué pour elle de se dire, mais sur quoi je vais indexer. Surtout qu'en plus, le banquier va souhaiter que ce soit quand même un indicateur qui traduise un changement, que ce ne soit pas quelque chose d'anodin où on passe de 100 à 102, pour reprendre ton exemple. Et donc, en fait, typiquement, là, on va travailler avec une entreprise, avec cette entreprise-là, pour activité par activité, identifier quels sont les enjeux pertinents pour chacune des activités sur lesquels il y a vraiment quelque chose à faire, c'est-à-dire sur lesquels elle pourra passer de 100 à beaucoup plus que 102. Et puis, l'idée après, c'est quelque part de consolider ces analyses-là, en donnant peut-être un poids particulier à chaque activité, compte tenu, par exemple, de la valorisation des actifs, pour prendre un exemple comme ça, et de telle sorte qu'elle va pouvoir finalement aboutir à 2-3 enjeux précis qui, du coup, donneront lieu à des indicateurs qui seront liés au financement. Et donc, voilà, moi, ce que j'aime bien dans toutes ces réflexions, c'est que, certes, on a l'impression que ça porte sur un sujet précis, mais en fait, toute la réflexion autour de ça embrasse vraiment le pilotage RSE de l'entreprise en général. Si je peux me permettre, il y a un autre point qui est très, très positif dans la démarche, je ne l'ai pas dit, c'est qu'en fait, on a 2 types d'entreprises en face de nous. On a des entreprises qui ont déjà une stratégie RSE, qui ont déjà défini en gros leurs indicateurs, même si ce n'est qu'une résultante, mais qui savent exactement qu'est-ce qui compte pour elles. Et donc là, on va plutôt se mettre dans la trace de ce qu'elle a déjà fait, sur quoi elle a déjà travaillé, sur quoi elle a déjà des engagements, et on va le mettre en musique pour le financiariser, si on veut dire les choses simplement. Et puis on a une autre catégorie d'entreprises qui est peut-être finalement la plus importante aujourd'hui, qui est, moi, ce mécanisme me plaît bien. J'ai envie de rentrer là-dedans parce que je trouve que c'est un élément de stimulation, comme tu disais. Par contre, à l'instant T, là où on parle, j'ai besoin d'un financement, mais je sais pas dire tout ce qu'il faut dire, je ne sais pas mesurer tout ce qu'il faut mesurer. Et dans ce cas-là, si le crédit fait 5, 6, 7 ans, on n'est pas à 6 mois près. Et donc, on leur dit, écoutez, très bien, on met en place le crédit et on rajoutera des clauses dans les 6 mois qui viennent, on va même un petit peu plus loin, ça vous laisse le temps de réfléchir, ça vous laisse le temps de construire, et donc l'inducteur finalement c'est le financement et c'est pas c'est pas l'inverse, quoi. Donc c'est assez intéressant, et on a beaucoup d'opérations, de contacts qui se font au travers de ça. Merci beaucoup. Alors, chère Solène, il va te falloir être ultra rapide pour nous parler de la fiabilisation des données, de proposer des données qui soient comparables, utilisables par les parties prenantes de l'entreprise, au premier rang desquelles les banques, car il est 16h07, passé de 33 secondes. Oui, alors très rapidement, effectivement, toute la question, c'est aussi savoir définir le bon indicateur, les bonnes informations dont on va avoir besoin. Alors, avec les évolutions réglementaires, il y aura un certain nombre d'indicateurs obligatoires sur lesquels les entreprises vont devoir communiquer. Donc déjà, ça va être organisé, il y aura une homogénéisation des sujets. Mais malgré tout, il y a quand même, comme on disait, des indicateurs spécifiques aux entreprises sur lesquels elles vont choisir de travailler. Et là, c'est vrai que la définition du bon indicateur est un sujet clé et important et qui prend du temps. On le voit dans les entreprises, on fait une étude tous les ans sur les pratiques de reporting et on voit encore que le sujet des KPI, c'est le sujet sur lequel les entreprises travaillent encore le plus. Il y en a encore 50% qui nous disent qu'ils vont encore travailler sur ces sujets l'an prochain. Donc, alors que les exercices, ça fait 3 ans qu'ils en font. Et donc, c'est vrai que choisir le bon indicateur, avoir une définition déjà précise du sujet, on le sait, rien qu'un effectif, on peut avoir 15 effectifs différents. Donc, bien définir le sujet. Savoir, quand on définit l'indicateur, que la donnée est collectable au sein de l'entreprise, quel niveau de granularité on va choisir, est-ce qu'on est à un niveau corporate, est-ce qu'on est à un niveau région, est-ce qu'on est à un niveau site. Donc bien définir où est la donnée, est-ce qu'elle est bien disponible partout, comprendre vraiment comment
collecter cette donnée, ce sont vraiment des sujets clés pour les entreprises. Et aussi bien définir un indicateur qui soit aussi vraiment représentatif du sujet qu'on veut adresser. Est-ce qu'on est sur un indicateur finalement de moyens, les personnes formées, ou est-ce qu'on est sur un indicateur de résultats, de performance? Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte, et avec aussi la capacité de se fixer un objectif dessus. C'est très difficile de se fixer un objectif quand c'est un sujet sur lequel on a un an d'historique. Aujourd'hui, je suis à 100, mais si je me fixe 102, peut-être que ça peut être très ambitieux si il y a 10 ans, on était à 99,9. Mais peut-être qu'au contraire, 102, c'est vraiment pas du tout ambitieux. Ça dépend aussi beaucoup de son historique. Donc c'est vrai que ça fait partie des sujets qu'il faut regarder aussi quand on choisit des indicateurs, la capacité à piloter, la capacité à se fixer des objectifs aussi dessus. Et ça, c'est vraiment important. Et on le voit, les entreprises aujourd'hui travaillent encore beaucoup dessus parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas si évident que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Solène, tu as été performante. Alors, avant de vous laisser la parole pour vos questions, vous avez donc ce slide qui vous précise quand aura lieu la restitution que Solène fera de la 9e étude Tenaxia sur les pratiques de reporting et rapports extra-financiers. Vous dire qu'également demain, nous poursuivrons nos investigations sur l'évolution réglementaire européenne, en particulier la CSRD, avec Maude Gaudry de Mazars, membre de la task force de l'EFRAG, qui nous dira que je dévoile un tout petit peu de ce qu'elle nous dira, qu'on n'est pas du tout sur un nouvel exercice de conformité réglementaire. On va bien au-delà. Et nous aurons aux côtés de Solène qui interviendra, Ghislain Boyer d'Euronext. Voilà, vous avez 5 minutes pour poser des questions. Allez-y. Oui, merci beaucoup, monsieur. Si vous pouvez vous présenter et poser votre question. Merci. Bonjour, Laurent Roth, je travaille dans le secteur bancaire. J'avais une question sur les indicateurs dont vous avez parlé. Est-ce que vous les travaillez uniquement sous une base déclarative ou est-ce qu'ils sont validés par un tiers indépendant dans la mesure où ils ont un impact sur la marge? Alors, le plus souvent, ils sont validés par un tiers indépendant. Merci. Question rapide, réponse rapide. Une deuxième, juste derrière, juste devant vous, madame, tout à fait, sur notre droite. Bonjour, Sophie, je travaille pour le groupe UP. Vous parliez tout à l'heure que justement les banques avaient accompagné au niveau des clients la partie de l'accompagnement en fait pour de développement durable. En Amérique du Nord, par exemple, il y a SASB, c'est-à-dire que ce sont les banques qui ont impulsé, c'est-à-dire qu'il y a les entreprises, en fait, elles ont, c'est pas qu'elles ont l'obligation, mais dans tous les critères d'investissement ou de financement, les critères sont déjà intégrés, alors qu'en Europe, ce sont les gouvernements et pas les banques qui impulsent le fait justement de dire, ben voilà, ce client-là, il est vertueux, il est ESG, on peut lui accorder un crédit par rapport à ces critères ESG. Il y a une différence entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et c'est un peu bizarre parce que ce sont les gouvernements ici qui font les contraintes réglementaires, alors qu'aux États-Unis, enfin ma perception, c'est les banques qui impulsent justement ce modèle-là. Alors, je ne connais pas suffisamment le modèle américain. Après, chaque banque est toujours aujourd'hui, même en Europe, libre de définir une stratégie. Après, elle le fait à quelle fin? C'est un peu la question. Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle est convaincue? Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle considère que ce sera un vecteur de communication particulier? On est libre aujourd'hui. Je veux dire, si on veut dire qu'on veut financer préférentiellement tel type de projet ou tel type de client parce qu'il ferait telle et telle chose, on peut le faire. Et je pense que ça commence à se voir. Après, il faut un petit peu de temps, il faut un peu de densité autour de ça. Quand vous avez des banques, et ça c'est pas un sujet récent, alors c'est très très focalisé, mais qui disent je ne finance plus aucun investissement au charbon, comme je dis, c'est très étroit comme sujet, mais ça revient un peu à ce que vous dites. Et là, c'est pas forcément une réglementation à un moment donné qui l'a imposé. C'est peut-être l'opinion qui l'a imposé, c'est peut-être des ONG qui l'ont imposé, mais toujours est-il que vous prenez tous les rapports aujourd'hui des banques et elles vont avoir un paragraphe sur ce sujet-là pour dire un peu ce que je dis, ou dire voilà, j'ai encore quelques projets, mais ce sont des vieux projets, je ne réinvestis plus, et ainsi de suite. Donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité, si vous voulez, entre les deux systèmes. Merci beaucoup. Une question au fond de la salle, je vous en prie, monsieur.
Oui, bonjour. Nicolas, associé chez Advolis Orphis. Tout à l'heure, vous mentionniez que lorsque les prêts sont adossés à des critères RSE, des bonus ou des malus pouvaient avoir lieu. Donc un bonus pour l'entreprise, tant mieux. Un malus, ça veut dire que c'est un bonus pour la banque. Ce bonus pour la banque, est-ce que vous vous engagez, vous, derrière, à le réinvestir dans des projets RSE, ou est-ce que c'est juste un produit complémentaire pour la banque ? Alors, on peut le faire. Après, vous avez parfaitement raison. On peut très bien considérer que si malus il y a, en fait, c'est un tiers qui... tout ça, ça se définit au cas par cas avec l'entreprise. C'est un contrat. Donc, dans un contrat, on fait ce que l'on veut. Après, par rapport à votre question sur le fait de dire, dans ce cas-là, c'est la banque qui gagne, factuellement, vous avez raison quand on regarde les choses isolément. Après, on peut aussi faire un autre pari qui est que les entreprises seront vertueuses, les entreprises auront véritablement la volonté d'aller au maximum des objectifs qu'elles se sont donnés. Et dans ce cas-là, c'est un peu comme un assureur, si vous voulez, il va avoir dans la majorité des cas, c'est la banque qui va perdre, et puis une fois de temps en temps, c'est la banque qui va gagner, et le solde final sera quand même négatif. En fait, quand vous regardez, les incitations financières sont quand même assez étroites. Pour des raisons comptables que je ne développerai pas ici. Donc c'est en gros 10% de la marge, donc c'est quelques centimes. Je pense que l'enjeu, il n'est pas essentiellement financier. L'enjeu, c'est un peu le challenge, mais c'est vraiment le goût de la performance et le goût de dire je me suis engagé à quelque chose, je vais l'atteindre, et j'ai une espèce de concrétisation financière, mais ni les banques ne font pas ça pour gagner de l'argent, et les entreprises ne font pas ça non plus pour gagner de l'argent. Le fondamental, le driver de fond, c'est de dire je me suis engagé à faire quelque chose et j'ai vraiment envie d'y arriver. Merci. Y a-t-il une dernière question ? Non. Alors peut-être simplement, si certains souhaitent poursuivre, vous êtes les bienvenus sur notre stand. Moi, peut-être une dernière question pour vous, Olivier, en écho de ce qu'on a pu évoquer ce matin avec des représentants d'investisseurs, Sycomore pour le côté, Omnes pour le private equity. On a vu que dans le sens de l'évolution réglementaire, notamment voulue par la CSRD, la gouvernance des entreprises allait de plus en plus, je dirais, prise à partie par des acteurs tels que ceux que je viens de citer, ou encore la banque. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il y a un désenclavement de la RSE. Vous allez demander à des interlocuteurs familiers pour vous, que sont les directions générales et les directions financières, à produire des données non financières. Oui, bien sûr. Et je ne l'ai pas dit, mais en fait, tous ces sujets-là, quand on en parle avec un client, avec une entreprise, on en parle de niveau direction générale, voire actionnaire dans un certain nombre de cas, directeur financier, mais on est vraiment sur le haut de la pyramide. C'est-à-dire que ce sont quand même des sujets qui sont perçus, et à juste titre, comme stratégiques. Donc quand on évoque ces sujets-là, ce n'est pas la question des quelques centimes que j'évoquais tout à l'heure. Là, c'est vraiment le reflet de ma stratégie. Et d'abord, est-ce que j'en ai une ? Enfin, le premier point, il est quand même là. Quand on arrive au bout de la mesure, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Et dans les discussions presque quotidiennes qu'on a avec nos clients, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup d'entreprises et de dirigeants d'entreprises. Là, je me mets vraiment au niveau des dirigeants, qui, bien sûr, ont envie de faire quelque chose, qui ont une intention qui est très claire, mais qui n'ont pas encore franchi le pas, ou qui n'ont pas encore su le traduire en une stratégie en bonne et due forme, avec des priorités, des mesures, des investissements, etc. Donc, c'est vraiment le conseil d'administration. Alors, nous, on ne lui parle pas, on parle parfois aux actionnaires, et la direction générale. C'est vraiment des sujets de direction générale. Merci beaucoup. Donc pour conclure, les consultantes et consultants aiment bien jargonner, donc on parle souvent de changement, de paradigme. J'ai vraiment la sensation qu'avec cette évolution réglementaire, qu'on qualifie d'ailleurs plutôt corrélativement à la thématique de produits durables, de régénération du reporting, je vous conseille d'ailleurs un article que vous pouvez aller chercher sur le blog RSE Reporting. Il y a bien effectivement aujourd'hui un changement très important qui est en train de s'opérer avec des acteurs qui ont des intérêts communs, qui s'inscrivent dans cette transition énergétique et écologique. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Merci.